Ok messieurs, dames, les micros sont mis, c'est bon, vous êtes prêts? Bah installez-vous, je vous en prie. Voilà, bienvenue tous les trois dans Fais voir ta région. Marius, Alban, avec vous, on va parler d'Eurovision et de la victoire de Nemo et la Suisse. Et avec vous, monsieur De Giorgi, on va parler de la présence du loup dans le parc Jura-Vaudois. Et ben voilà un magnifique programme aujourd'hui dans Fais voir ta région, complété par Andrea qu'on va retrouver sur place à Chavannes-des-Bois à la rencontre d'une association qui s'oppose à la création d'une décharge. Voilà, vous êtes bien installés, on est ensemble dans Fais voir ta région. Et ben bienvenue. Et oui, tout le monde en parle depuis ce week-end et la victoire de la Suisse à l'Eurovision. Au-delà de la célébration nationale, quelles répercussions attendre du sacre de l'artiste biennois Nemo pour la visibilité de la musique suisse et pour les personnes non binaires, minorité à laquelle Yel a revendiqué appartenir? On en parle avec nos deux invités que j'accueille sur ce plateau. Voilà, Marius Dizeran, bonjour. Bonjour. Et Alban Dunant, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, venez ici avec moi tous les deux. Alban Dunant, vous êtes la présidente de la FCMA, la Fondation pour les arts et la culture et pour la musique, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va parler de musique actuelle avec vous. On imagine que cette victoire vous réjouit. Marius Dizeran, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller communal nyonnais, vous êtes militant queer et puis vous êtes diplômé sur les questions de genre. Donc on va parler de l'aspect à la fois artistique et musical avec vous, Alban, de cette victoire, et de l'aspect plus sociétal avec vous, Marius. Voilà, on le voit sur ces images. Nemo, cet artiste qui a remporté l'Eurovision. Alban, comment vous avez réagi, eh bien, vous qui représentez aussi les artistes suisses, qu'est-ce que ça vous a fait, cette victoire? Alors, beaucoup de fierté, aussi parce qu'on suit un peu de loin le parcours de Nemo depuis un certain temps. Donc, évidemment, très content pour Yel, et puis très content pour la Suisse, pour les retombées que ça va apporter et la visibilité que ça va donner aux musiques actuelles, puisque mon travail au quotidien, comme vous l'avez mentionné, c'est de défendre les musiques actuelles en Suisse. Et du coup, pendant un an, je suis convaincue et je suis sûre qu'on va en parler, qu'il y a même de l'argent qui va être investi, youpi. Ça change un peu, pour une fois, qu'il y a un peu plus d'argent qui aille aux musiques actuelles. Et puis surtout, ça amène une fédération, ça amène de la joie aussi autour de cette victoire, de montrer aussi qu'aujourd'hui, il y a des artistes suisses qui passent les frontières et qui arrivent à gagner des tremplins, des émissions aussi populaires. Oui, effectivement, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de musique suisse là, que ces derniers jours. On va revenir là-dessus avec vous. Mais alors, vous disiez Yel, effectivement, c'est comme ça qu'on nomme Nemo, qui se revendique officiellement comme non-binaire. Et il en fait d'ailleurs un combat, à la fois dans sa chanson The Code. Marius Dizeran, c'est aussi une victoire politique aussi. On a beaucoup débattu ces derniers jours sur cette question. Certains, justement, s'étonnaient de cette victoire, n'étaient pas spécialement heureux de la victoire d'un artiste non-binaire. Déjà, on peut rappeler avec vous ce que ça veut dire non-binaire? Alors, une personne non-binaire comme Nemo, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qu'on lui a assigné à la naissance et qui ne se reconnaît spécifiquement pas dans le genre homme ou le genre femme. C'est une multitude de réalités et d'identités différentes, donc il n'y a pas une seule façon d'être non-binaire, mais autant de façons d'être non-binaire qu'il y a de personnes non-binaires. Alors vous qui défendez justement les droits à la fois de ces minorités de genre, qui êtes spécialisés aussi là-dedans, vous l'avez pris comment, cette victoire à l'Eurovision? Déjà, j'étais estomaqué par le courage, la force de Nemo et puis aussi toutes ses prouesses artistiques. Enfin, je suis quand même un grand fan aussi, donc je suis très très content qu'il ait gagné. Ce qu'on ne reconnaît pas n'existe pas. Et en fait, le fait que Nemo ait cette reconnaissance aujourd'hui, qu'il incarne la Suisse, représente la Suisse, en fait, au terme aussi patriotique, c'est quand même très intéressant et important. Et en fait, que ce soit une personne non-binaire qui représente la Suisse, alors qu'au niveau du droit suisse, les personnes non-binaires, on leur reconnaît bien sûr des droits fondamentaux, mais ces droits ne sont absolument pas respectés et pas garantis. Et donc, il y a je trouve une très très grande force là-dedans. Pour moi, c'est une manière de remettre des questions, notamment du troisième genre à l'état civil ou de l'effacement du genre à l'état civil, à la question, à l'agenda politique. Et puis, c'est une manière aussi de pouvoir un petit peu
reprendre en main ces questions de discrimination et de violence, parce que voilà, il ne faut pas oublier que les personnes trans, non-binaires et queer subissent énormément de violences aujourd'hui à travers l'accès à la justice, où les personnes sont très minimisées dans leur parcours leur vécu de violence et de discrimination. Elles ne peuvent pas porter plainte, pas avoir accès à la justice et à une justice aussi partiale, en fait. Donc l'Eurovision a fait de la lumière, enfin Nemo a fait de la visière, de la lumière, pardon, aussi là-dessus. Pourtant, on a quand même l'impression, il y a ce débat autour justement du troisième genre dont vous venez de parler, Marius Dizeran. On a presque l'impression, Alban, que ça éclipserait un petit peu cette victoire nationale et puis cette victoire musicale aussi, que très très rapidement, les débats se sont concentrés autour du politique finalement et du sociétal. Alors, je pense que, en tout cas, les opposants à ce que représente Nemo ont essayé de le ramener dans un débat sociétal et politique. Maintenant, le débat sociétal, il a lieu depuis un certain temps. Je suis navrée, mais ce n'est pas Nemo qui a suscité le débat, c'est juste qu'il tout d'un coup, il a une visibilité énorme. Et du coup, on en parle maintenant. On en parle maintenant, et puis parce qu'aussi Nemo en parle, parce que aussi son morceau en parle, mais tout comme, en général, les chansons disent quelque chose, et puis là, lui, elle a voulu mettre cette thématique qui fait partie de sa personnalité en avant, et Yael en a tout à fait le droit, comme... Je ne sais pas, j'ai un exemple qui est peut-être un petit peu extrême, mais on n'a jamais en tout cas à l'époque, reproché à Johnny Hallyday de faire l'apologie du féminicide dans Requiem pour un fou. Et là, tout d'un coup, Nemo devrait porter une responsabilité énorme, alors que, en fin de compte, c'est un artiste qui a un super morceau, qui a gagné l'Eurovision. Ouais. C'est ça, le sujet, c'est celui-ci. Et oui, et justement, on a quand même l'impression, Marius, que depuis dimanche, on a de la peine, finalement, à se réjouir et à avoir peut-être une cohésion nationale, simplement, de tous célébrer cette victoire de la Suisse à l'Eurovision, non ? Mais c'est fou parce que dès que ça concerne une personne qui appartient à une population marginalisée, tout d'un coup, on doit questionner aussi le rapport de l'art et de la politique, parce que l'art et la culture ont toujours été politiques d'une certaine manière. C'est toujours une manière de véhiculer un message. Et l'Eurovision d'autant plus. L'Eurovision d'autant plus. Donc, Yael l'a fait. Elle l'a fait avec énormément Enfin, c'était splendide. En fait, je pense que ce débat-là, c'est juste que ça ramène, certes, c'est pas Nemo qui ramène cette question-là, le débat a quand même été là, mais c'est aussi une manière de questionner le droit. Nemo a dit dans sa conférence de presse vouloir avoir un accès à Beation. Ils vont avoir ensemble une réunion, et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc voilà. Ça montre pas aussi que notre société est polarisée finalement ? Oui, elle est polarisée sur cette question, mais en fait, au-delà de ça, je trouve que le débat est très bien, il est sain. C'est sain d'avoir un débat dans la société et dans la sphère politique, bien sûr. Mais après, ça dépend si on débat... Je ne suis pas OK de débattre sur leur droit à exister et sur leur droit à avoir des droits. Mais par contre, sur les modalités de la reconnaissance de la non-binarité, certes, on peut débattre, bien sûr. Est-ce que vous pensez, Marius Dizeran, que cette victoire-là de Nemo et donc, du coup, cette visibilité des personnes non-binaires, est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose en Suisse ? Je pense que oui, sincèrement, comme je l'ai dit avant, en termes de droit, en termes de discrimination, en termes de visibilité. Alors après, certes, une visibilité, c'est bien, mais ça dépend ce qu'on en fait. Il faut aussi que les médias, les politiques se responsabilisent et invitent des personnes concernées, invitent des personnes non-binaires pour qu'elles puissent parler de leur réalité. Ça, c'est ultra important. Mais je pense, et je donne un exemple rapidement comme ça, à la Commission des affaires juridiques au Conseil national, les personnes de droite, on le sait, c'est des bruits de couloir, mais on le sait, ont été très, très touchés, même émus, même aux larmes, par les récits des personnes non-binaires qui venaient, dans le cadre du changement potentiellement de loi, raconter leur récit de vie et leur discrimination, leur réalité. Et là, en fait, pour moi, c'est juste, ça marque, oui, c'est discriminé, c'est polarisé. Mais en fait, c'est pas ça le creux du débat. Le creux du débat, c'est qu'est-ce qu'on considère, qu'est-ce qu'est un droit ? Est-ce que c'est un privilège ou est-ce qu'on veut que tout le monde puisse en bénéficier de manière égalitaire ? Alban, cette victoire aussi, le fait qu'on en parle autant, que ça crée des débats, très honnêtement, si c'était un autre artiste qui avait remporté l'Eurovision pour la Suisse, par exemple un groupe comme Alios, pour citer un exemple de chez nous, qui a participé aussi d'une certaine manière à l'Eurovision, si Alios avait gagné, qui est un duo qui fait un peu plus consensus... qui a failli gagner les victoires de la musique. Et oui, exactement. Si c'était Alios qui avait gagné, est-ce que finalement, ça n'aurait peut-être pas fait moins de bruit, en fait ? Non, je pense pas, parce que là, on focalise beaucoup sur justement les haters, sur toutes les personnes qui râlent, mais il y a aussi énormément de personnes qui sont heureuses, et c'est vrai que mais ça fait qu'on en parle depuis beaucoup, dimanche, on met moins en fait l'accent sur les personnes qui se réjouissent, sur les personnes qui se réjouissent de cette victoire, qui se réjouissent de l'année prochaine, qui se réjouissent de cet engouement pour la musique suisse, dont je fais partie évidemment, et
Non, je pense pas. Je pense que l'Eurovision, c'est un événement qui fédère. Ouais. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait venir énormément de monde. Les gens regardent à la télévision. Souvent, d'ailleurs, ils n'osent pas trop le dire, mais finalement, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a plein de personnes qui regardent. Ces revendications qu'a eu Nemo, ça a fait aussi partie de la victoire. Il faut le dire, c'est aussi ça qui a touché les gens, Marius. Il n'y a pas que la musique, finalement. Il y a ce qu'elle représente aussi qui a fait sa victoire, non? Bien sûr, c'est un tout. On ne peut pas dissocier totalement l'artiste de sa réalité, de son identité. C'est son histoire, c'est son parcours, c'est à travers sa chanson, ce qu'elle exprime, la douleur, la difficulté, tout ce parcours-là qui a touché les gens. Mais en fait, c'est l'entièreté de l'expérience artistique, en fait. Donc, c'est ça que je trouve magnifique. Et oui, pour moi, en fait, le peuple européen, le peuple suisse est prêt à ça. D'autres pays ont reconnu aussi le troisième genre à l'état civil. Donc, pourquoi pas la Suisse, en fait? Et pour reparler de musique avec vous, Alban, de musique suisse, d'artistes suisses, vous pensez vraiment, vous le disiez en tout premier, bah oui, ça va créer des émulsions, il va y avoir un renouveau pour la musique suisse. Dans quel sens? Quelles sont les retombées possibles pour les artistes suisses et la musique suisse, cette victoire à l'Eurovision? Et le fait que la Suisse organise l'Eurovision l'année prochaine aussi. Oui. Alors déjà, on voit qu'il y a des talents en Suisse. Alors on le sait depuis un moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à s'exporter. Maintenant, ce que ça va amener, c'est une reconnaissance politique. Et médiatique, il y a quand même une bonne reconnaissance médiatique. C'est vrai que les artistes pop sont quand même suivis en Suisse et à l'étranger, mais c'est vrai que le politique est toujours un peu à la traîne, à 15-20 ans de retard facilement. Et peut-être qu'avec ce focus qui va être mis, les moyens qui vont devoir être apportés, on aura l'occasion, en fait, tout autour de l'événement, de raconter des histoires, de mettre en avant des personnalités artistiques, des personnalités aussi du milieu professionnel de la musique en Suisse. Et tout ça, moi, je vois que des choses positives pour notre secteur qui manque. C'est vrai qu'en ce moment, il y a le Festival de Cannes pour le cinéma. Tout le monde en parle. Il y a un gros focus. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le cinéma en Suisse. Puis les musiques actuelles, si je prends l'équivalent, qui est un festival qui a lieu aux Pays-Bas au mois de janvier, qui s'appelle Eurosonic, personne ne connaît. Il y a très peu de moyens qui sont alloués pour aller sur ces plateformes. Donc, justement, je me demande aussi, la musique, parce que là, on parle de pop, est-ce que ça veut dire que toutes les musiques suisses vont profiter peut-être de tout ça, même les musiques alternatives, ou bien est-ce que la victoire de Nemo et l'Eurovision, ça va plutôt privilégier des artistes pop, en fait? Alors, bon, pop et alternatif, pour moi, alternatif, c'est la manière dont on produit de la musique. On peut être indépendant, on peut être rattaché à un major. Il faut savoir qu'il y a quand même 70% de la musique qui est quand même produite sur des labels indépendants. Donc, en fait, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est plutôt sur le fait que la musique pop, qui est un grand ensemble, qui concerne aussi le hip-hop, la musique électronique, enfin, on va dire les nouvelles expressions musicales, comme ça tout le monde comprend. Oui. C'est quand même un secteur qui est sous-doté, qui n'est pas beaucoup reconnu de la part du politique. Et là, en fait, pendant en tout cas 1 an, et j'espère plus, ils n'auront plus le choix. Ce sera sous leur nez, ils vont devoir investir. Le focus, je pense aussi qu'il y en a certaines et certains qui sont peut-être pas très contents et qui commencent à grincer des dents, mais voilà, maintenant on est lancé là-dedans et il va falloir y aller. Donc sur à la fois la musique suisse et puis comme on le disait aussi sur les questions de genre qui potentiellement vont continuer à susciter les débats politiques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi, Marius Dizeran et Alban Dunant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous et à bientôt. Au plus tard, dans 1 an pour l'Eurovision, mais on va se revoir avant. Ouais. Oui, il y a la Belle Suisse au mois de septembre pour découvrir pour la musique suisse, effectivement. Merci à tous les deux. Et puis, on va retrouver notre cher Andrea à Chavannes-des-Bois. Alors, Andrea, raconte-nous tout sur ce projet de décharge et sur cette association. Christine Funlanker, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre commune, Chavannes-des-Bois. Vous êtes d'ailleurs conseillère communale, on le précise. Aujourd'hui, vous allez nous parler en tant que présidente de l'association Ecola Versoix. Alexandre, alors tu sauras, ici, il y a des citoyens qui sont au projet, un futur projet de décharge. Et Christine, vous avez choisi de nous emmener ici parce que le lieu est assez symbolique. Pourquoi ? Oui, alors écoutez, vous êtes ici en face de la zone dite des Tattes de Bogie. Donc ce sont tous ces terrains agricoles en fait qui s'étendent sur 3 km de long et sur à peu près 300-400 mètres de large et sur lesquels en fait le canton a décidé d'implanter une énorme décharge dite contrôlée avec des matériaux de type A et de type B. Et cette décharge, concrètement le projet, il s'agit en fait d'excaver la terre sur 3-4 mètres de profondeur pour venir y enfouir après des déchets de type A. Alors type A, c'est de la type terre. Type A et type B. Type On va expliquer ce que c'est. Exactement, voilà. Alors le type A, si vous voulez, c'est juste des matériaux d'excavation terreux.
hein. Donc en soi, c'est pas nuisible, c'est pas dangereux, on va dire, pour l'environnement. Mais par contre, le type B, ça contient en fait tous les déchets de déconstruction, comme des briques, du béton, du ciment. Mais également, quand on regarde sur le site du canton, dans la liste des déchets admis en type B, ben, vous avez aussi de l'amiante fortement agglomérée. Vous avez des matériaux bitumineux comme des goudrons. Et vous pouvez avoir aussi des résidus de métaux lourds. Alors à très faible dosage, hein, c'est à peu près 1 mg pour 1 kg, mais quand on sait qu'il est prévu d'enfouir 500 000 mètres cubes de ces déchets de type A sur cette zone, eh bien on a de quoi quand même être un peu inquiet. Oui, alors justement, vos inquiétudes, on va essayer de comprendre lesquelles elles sont, mais déjà, cette association Écola Versoix, aujourd'hui, je vous ai rencontré notamment dans une manifestation. Oui. Vous êtes actuellement en train de récolter des signatures. C'est qui cette association? Elle est constituée de qui? Alors écoutez, c'est essentiellement des habitants de Chavannes-les-Bois qui se sont mobilisés il y a à peu près 1 année et demie, en fait, quand ils ont appris pour la première fois, quand ils ont entendu parler pour la première fois de ce projet de décharge. Parce qu'il faut savoir que ce projet a été initié déjà en 2014 par le canton. Les premières signatures de conventions entre les propriétaires de terrain et l'exploitant ont été faites en 2014. Mais jusqu'à il y a à peu près 1 année et demie, jamais entendu parler de ce projet. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la population de Terre Sainte n'avait pas été mise au courant de ce projet et qu'il fallait vraiment qu'on s'organise, nous, pour relayer cette information et dépasser en fait le cadre juste de notre village. Est-ce que vous n'allez pas un peu plus vite que la musique? Parce que finalement, on sait que ce dossier est dans les mains du canton, qu'il y a des études environnementales qui sont faites justement. Ça veut dire quoi? Que vous ne faites pas confiance peut-être dans les décisions politiques qui peuvent être prises du côté du canton? Alors, écoutez, le problème pour nous, c'est qu'en creusant vraiment ce projet et en apprenant de plus en plus, on s'est aperçu qu'effectivement, pour ce type de décharge, le canton a une liste qui s'appelle le plan sectoriel des décharges contrôlées, où il y a 121 sites pour tout le canton de Vaud. Et sur ces 121 sites, effectivement, il a retenu ce site-là, le site des Tattes de Bogie, pour une exploitation qui va quand même s'étendre sur une surface d'environ 70 terrains de foot, ce qui est énorme. Et en fait, quand on regarde de près tout ce site, il est protégé vraiment de manière extensive au niveau cantonal et fédéral. Donc vous avez ici, c'est toute une zone où en fait les cerfs passent en automne pour aller en fait dans ces bois et se reproduire. Donc ils viennent du Jura, ils passent effectivement dans les champs, ils vont se reproduire dans ces bois. Donc c'est vraiment une zone qui a été classée comme un corridor biologique d'importance nationale. Vous voyez que le terrain est en fait légèrement en pente il descend vers la Versoix. En fait, il y a une déclivité d'à peu près 16-18 mètres qui fait que quand il pleut, vous avez toutes les eaux de ruissellement, ma foi, qui s'écoulent vers la Versoix, qui coulent là-bas en bas. Et donc, toute cette zone, en fait, il faut savoir que la Versoix, c'est une des dernières rivières sauvages de l'Ouest lémanique. Et c'est aussi une des dernières zones humides. Par zone humide, on entend tous les marais, les bas marais qui sont là-bas et qui abritent une faune et une flore d'une richesse incroyable à tel point qu'elle a été protégée par le canton. Donc vous avancez un argument environnemental, écologique. Oui. À l'inverse, les exécutifs et notamment les syndics des communes aujourd'hui concernés comprennent qu'on puisse installer une décharge ici. Elles disent finalement on est loin des habitations, on voit il n'y a personne autour et puis il y a l'autoroute surtout. Voilà, tout à fait. Alors effectivement, ces arguments, ils sont valables de leur point de vue, si vous voulez, parce qu'on n'est pas, Écola Versoix n'est pas contre une décharge. Le principe des décharges, on va dire que c'est un mal nécessaire. Mais c'est vrai que quand on voit les 121 sites et qu'on se dit quelque part, on vient choisir un des sites qui est le mieux protégé, le plus protégé, on peut quand même se demander si parmi ces 121 sites, il n'y en a pas d'autres qui seraient plus adaptés, notamment plus proches de Lausanne, parce qu'on sait que 80% des déchets vont venir surtout de la région lausannoise. Et puis, vraiment, c'est toujours de se dire, mais enfin, une fois que ce site sera impacté, la Versoix va être irrémédiablement abîmée, en fait, parce qu'on se souvient aussi que la Versoix finit sa course dans le lac Léman.
Le lac Léman est une des plus grandes réserves d'eau douce en Europe et c'est aussi surtout une des eaux qui est captée pour notre eau potable aussi. Donc il y a l'enjeu écologique, mais il y a aussi l'enjeu de toute une région de préserver vraiment cet environnement. Ouais. Quels sont les arguments, enfin, vous comprenez pourquoi aujourd'hui les exécutifs sont favorables à ce que cette décharge se fasse ici? Qu'est-ce qui les pousse peut-être à accepter ce projet-là? Quels sont les avantages à avoir une décharge comme ça pour les communes? Alors écoutez, pour les communes, effectivement, je pense qu'il y a un aspect financier. Donc effectivement, les agriculteurs qui reçoivent en fait pendant 10 ans, donc la durée d'exploitation de la décharge est prévue pendant au moins 10 ans. Donc effectivement, pendant 10 ans, ils vont toucher un certain montant en fait. Mais c'est vrai que nous, on ne comprend pas très bien ce que vient faire le type B. C'est-à-dire que si on nous avait parlé depuis le départ de type A, d'ailleurs c'était ce qui était écrit dans les conventions, type A qui n'est pas nuisible, et d'un coup on vous rajoute du type B, et ce type B il est clairement nuisible. Même si on parle de faiblement pollué, le fait qu'il y ait quand même le mot pollué, c'est pas anodin. Mais ça c'est les études qui le diront, Christine. Alors écoutez, oui, mais si vous voulez, le problème c'est que en choisissant un site qui est protégé, on engage des sommes assez faramineuses pour faire des études d'impact, on engage des sommes faramineuses après pour proposer des solutions de compensation, alors que finalement, peut-être que tout cet argent aurait pu être investi bien mieux dans des options de recyclage, dans d'autres méthodes, dans des méthodes alternatives. Et si, dès le départ, on avait choisi un site plus adapté, c'est-à-dire qui n'était pas aussi sensible écologiquement, toute la question ne se poserait pas. Oui. Si on revient à la pétition, 3000 signatures qui sont aujourd'hui récoltées, la suite de vos actions, ça sera lesquelles, notamment peut-être avec votre rôle de conseillère? Est-ce que vous allez rapporter de nouveau le sujet au Conseil? Oui, alors écoutez, on a la chance d'avoir une municipalité qui nous soutient, qui est vraiment impliquée avec nous et qui soutient nos actions. On espère effectivement convaincre un peu plus largement les autres municipalités de Terre Sainte. On a participé à des marchés locaux, on a vu que la population réagissait vraiment bien à notre sens parce que sur le fond, ils ne comprennent pas vraiment ce projet. Donc donc on va continuer. En fait, nous, notre action est principalement de terrain. On est là vraiment pour informer, pour faire bouger les choses et pour demander aux politiques qui relayent tout ça au niveau du Grand Conseil. Ouais. Et du côté de votre conseil, du coup, vous allez intervenir? Oui, alors on le fait régulièrement, on tient au courant les autres conseillers communaux de ce qu'on fait, on essaye vraiment de faire bouger les choses parce que le projet a avancé très vite ces dernières années. Nous, on est intervenu un peu tard parce qu'on n'était pas au courant. Et donc, il y a urgence un peu là, parce que le canton avance. Les premières, normalement, la mise à l'enquête valant permis de construire est prévue le premier trimestre 2025. Exact. Donc voilà, il nous reste quand même peu de temps pour agir. Et c'est pour ça que là, on... Prendre le taureau par les cornes, en tout cas du côté de l'association Ecola Versoix. Merci pour cette visite. Écoutez, merci. Et puis on prendra des nouvelles du côté de vos différentes communes. Écoutez, à bientôt. Volontiers, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Andrea, très bonne journée à toi et à demain. Et puis en ce qui nous concerne, on va ouvrir un chapitre sur le loup, puisque lundi soir à Lille, le parc Jura vaudois a présenté devant 250 personnes les résultats d'un sondage qui portait sur la question du loup. Les habitants de la région y sont-ils favorables? L'ont-ils déjà croisé? Quelles inquiétudes la présence de ce carnivore pose-t-il auprès de la population? Le directeur du parc Jura vaudois, Paolo De Giorgi, est avec nous et il y répond. Bonjour Monsieur De Giorgi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Je vous en prie, bienvenue dans Fais voir ta région. Alors, je le disais, cette soirée qui a eu lieu lundi devant 250 personnes, il y avait 2 conseillers d'État vaudois en charge justement de ces questions-là, et le directeur des ressources et du patrimoine aussi, et puis vous. Quel était le but de cette soirée, Monsieur De Giorgi? L'objectif de la soirée était de donner quelques réponses aux questions que la population avait, qui a été manifestée dans les réponses d'un questionnaire qu'on a envoyé en novembre 2023. Oui, vous avez fait un sondage dont il y a eu des résultats, oui. Tout ménage, donc 20 000 envois sur les 34 communes du territoire du parc Jura vaudois. On a reçu un 13% de retour, ce qui est bien, donc
environ 2570 réponses valides qui nous ont permis de déceler ce qui étaient les questionnements principaux de la population du territoire du parc. On va revenir justement sur ces résultats, mais avant ça, on sait que ce sujet est très émotionnel dans notre région. Il touche beaucoup de monde. On se souvient, il y a quelques mois en arrière, l'année passée, sauf erreur, une conférence comme celle-ci à Levaux qui avait suscité beaucoup d'émotions, de débats très enflammés. Qu'en était-il lundi soir à Lille? Est-ce que les débats étaient tout aussi tendus ou pas? Non, je ne pense pas qu'ils étaient tendus. Ce que j'ai pu constater, c'est que aussi de la façon de gérer les questions du public présent, en utilisant ce système Mentimeter, a enlevé peut-être un peu de ces émotions qui sont ressorties pendant la première conférence à Levaux. Ouais. C'est-à-dire que les personnes présentes pouvaient poser leurs questions de manière anonyme et ensuite vous y répondiez. Est-ce qu'il n'y a pas une forme justement de vouloir apaiser les tensions et même peut-être certains diraient de censurer peut-être la parole aussi? Non, ce n'est pas la volonté de censurer, c'était pour canaliser un peu les questions, de les regrouper, parce que des questions étaient redondantes lors de la soirée, mais ce qu'on fera tout prochainement, c'est donner réponse à toutes les questions qui ont été posées avec ce système. C'est clair que lors de la soirée, c'était presque impossible de répondre à plus de 100 questions qu'on a reçues avec ce système. Quelles sont les inquiétudes qui restent au fond autour du loup? Est-ce qu'elles sont les mêmes qu'il y a quelques mois en arrière? Est-ce qu'il y a eu des évolutions, des changements dans les préoccupations des gens? Alors, sur la base des résultats de ce questionnaire, on voit qu'il y a une perception relativement positive sur la présence du loup sur le territoire du parc. On va voir justement cette première image avec ce résultat. Certaines craintes, certaines inquiétudes qui sont effectivement liées avec les attaques du loup sur le bétail quand il est dehors, que ce soit sur les alpages, mais aussi sur les exploitations de plaine. Et ça montre aussi une certaine solidarité de la population envers le secteur primaire. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, grâce à ce questionnaire, que les avis des habitants sont moins polarisés que certaines fois dans les médias et dans les réseaux sociaux on peut trouver. Quel était le but finalement de ce sondage? Pourquoi est-ce que le parc Jura vaudois a-t-il souhaité sonder la population sur la question du loup? C'est un peu la suite logique de la conférence de Levaux où le secteur primaire a pu manifester ses émotions, ses questionnements, ses craintes suite à la présence du loup, mais on a vu qu'il y avait aussi un besoin de la part de la population, des habitants, de s'exprimer et d'avoir certaines réponses. C'est pour ça qu'on a réalisé ce questionnaire avec 39 questions, et de là, on a décelé ce que sont les questions de la population autour de la présence de cette espèce. Alors on voit sur cette image justement, donc une grande majorité de gens se réjouissent tout de même du retour du loup dans nos contrées, ici dans le Jura. Tout de même quand même pas mal de personnes qui restent inquiètes. Vous justement, quand vous avez vu ce résultat, est-ce qu'il vous a étonné ou plutôt conforté dans ce que vous pensiez? Non, ça pas du tout étonné parce que je pense que la population est aussi consciente que le loup fait partie de la biodiversité et des écosystèmes en général, au niveau européen, au niveau mondial, mais ils expriment aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi cette inquiétude et vis-à-vis du comportement de cette espèce, de l'évolution aussi comportementale de cette espèce, et puis, comme je soulignais aussi, cette inquiétude vis-à-vis du secteur primaire. C'est ça, on va le voir après, on va reparler de ça, mais qu'on comprenne bien, quel est le positionnement du parc Jura vaudois sur la question du loup? Est-ce que vous êtes justement, est-ce que vous vous réjouissez de la présence du loup dans le parc Jura vaudois ou pas? Nous, on a plutôt une position neutre au sujet, c'est-à-dire on peut dire on se réjouit pour les questions biodiversité, questions environnementales et pour le rôle que ce prédateur peut avoir aussi dans la régulation des ongulés, donc des cerfs, des chevreuils, etc. Mais de l'autre côté, on est aussi conscient que l'évolution de cette espèce sur un territoire relativement exigu peut et effectivement amène des problèmes au secteur primaire en particulier. Et donc, il faut être conscient qu'une régulation de cette espèce, comme ça a été aussi souligné dans le questionnaire,
tout le monde, ou la majorité des répondants Oui. soutient la régulation de cette espèce, on pense que pour avoir ou essayer d'arriver à une certaine cohabitation, coexistence, il faut qu'une régulation soit faite. Là, on voit justement quand même que la plupart des gens pensent qu'il est possible d'avoir une cohabitation avec le loup, mais ça diffère en fonction de l'âge des personnes répondantes, c'est ça Exactement. Ce qu'on a constaté, c'est les personnes avec plus de 60 ans, et bien sûr, les représentants du secteur primaire ne sont pas très positifs vis-à-vis de la présence du loup, et ils affirment aussi qu'ils ne voient pas de possibilités de coexistence avec le loup. Par contre, les moins de 50 ans et les femmes, ce qui pourrait être étonnant d'un certain côté, sont plutôt positifs vis-à-vis de la présence de ce grand prédateur, et aussi ils estiment qu'une coexistence est possible. On va voir l'image suivante à présent pour savoir, voilà, avez-vous déjà vu des traces de loup dans le parc Jura-Vaudois? Avez-vous déjà vu le loup dans le parc Jura-Vaudois? On rappelle qu'il y a 2 meutes principales, au Marché-Rue et au Montendre, qui sont toujours présentes, qui sont suivies à la trace aussi par le canton. Il y avait la volonté aussi d'abattre un mâle jugé problématique. Donc on parle de ces 2 meutes-là. Là, on voit que finalement, surprenant, assez peu de gens les ont croisées finalement, ces meutes. Ça, ou même un loup solitaire. Le résultat de notre questionnaire, et je n'ai pas encore dit que le questionnaire, il ne faut pas le prendre comme représentatif, mais c'est une image des sentiments et des perceptions de la population qui a répondu à cette présence. Donc, le loup n'est pas si facile à rencontrer et à voir, et donc, je pense que c'est pour ça qu'on a des résultats. Les gens craignent tout de même beaucoup plus pour la rencontre des meutes. Les meutes inquiètent un peu plus. Exactement, mais c'est assez humain si on pense que aussi les personnes, quand ils se promènent, s'ils rencontrent un chien, ils ont moins peur que s'ils rencontrent 10 chiens qui sont en train de se bagarrer ou de faire quelque chose dans la nature. Donc ça, c'est relativement compréhensible. Et puis voilà, un animal seul, donc un loup seul, c'est plus facile aussi de le faire partir et de l'effrayer. On voit justement là les inquiétudes avec cette question, avec la présence du loup dans le parc Jura-Vaudois. J'ai surtout peur pour... Alors, quasiment, on est à 42% qui citent la sécurité du bétail à l'extérieur, ce qui montre quand même qu'il y a une solidarité qui est présente envers les paysans, l'agriculture. Il y a une solidarité, mais aussi une prise de conscience qu'effectivement, la présence de ce prédateur crée des problèmes au secteur primaire. Et donc, ils sont solidaires aussi pour les mesures que le canton, voire la Confédération, met en place pour essayer d'épauler, soutenir les agriculteurs dans ces cas d'attaque sur le bétail. Maintenant que vous avez récolté ces informations grâce à ce sondage, Monsieur De Giorgi, qu'est-ce que vous allez en faire? Quel est le but de tout ça pour le parc Jura-Vaudois? Quelle est la suite? Le but premier, c'était, comme j'ai dit, de rassembler un peu les questionnements des habitants à ce sujet. Et donc là, on a pu identifier quelles sont les préoccupations principales ou le besoin d'information principale que les habitants ont. C'était d'un côté le comportement à avoir dans le cas où on rencontre un loup, mais aussi c'était connaître mieux cette espèce, son comportement, les évolutions, etc. Et puis, il y a aussi des connaissances la population a montré un intérêt sur les connaissances en lien avec la régulation, donc le cadre légal et tout ça. Mais nous, on va bien sûr suivre ces évolutions, on va être à l'écoute soit de la population, et là je mets aussi dedans le secteur primaire, parce qu'ils font partie aussi de la population du territoire du parc, et déceler s'il y a nécessité de faire d'autres événements de ce type sur des thématiques peut-être un peu plus spécifiques en lien avec le loup. Et il y a de la sensibilisation aussi, justement, au cas où on rencontrait un loup dans le parc Jura-Vaudois. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la bonne attitude à avoir? Si demain je suis avec ma famille, que je veux aller pique-niquer dans le parc Jura-Vaudois, que je fais une randonnée, et si je tombe nez à nez avec un loup, qu'est-ce que je fais? Il faut surtout s'éloigner, essayer de s'éloigner en douceur, s'éloigner de
Donc ne pas courir. Pas courir, etc. Si en plus on a un chien, c'est encore mieux de le reprendre tout de suite, le chien à la laisse, qu'il faudrait avoir presque toujours en laisse, mais s'il est libre, il faut le reprendre tout de suite, s'éloigner, et puis n'hésitez pas, surtout, à utiliser aussi des bâtons ou des pierres, à lancer dans la direction de la présence du loup pour essayer de l'effrayer et de le faire partir. Et s'il approche un peu trop près et puis qu'il devient menaçant, mais c'est un peu de même, il faut essayer se montrer un peu plus gros, un peu plus grand que le loup, peut-être crier aussi, donc l'effrayer avec n'importe quelle méthode, effrayer, et puis rebrousser chemin et partir. Merci Monsieur De Giorgi pour ces explications. Et puis on se tient au courant de la suite, bien entendu, pour la question du loup dans le parc Jura vaudois. Merci. Merci à vous. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite une belle soirée et je vous... Ah oui, on me souffle dans l'oreillette, effectivement, qu'il faut que je termine cette émission, eh bien, en vous annonçant que ce week-end aura lieu la 14e édition des Caves ouvertes vaudoises, les 18 et 19 mai de 10h à 18h. Près de 250 vignerons et vigneronnes ouvriront leurs bouteilles pour vous les faire déguster. Les billets sont disponibles en ligne sur mescavesouvertes.ch, mais aussi chez divers vignerons partenaires, et des bus spéciaux seront mis à disposition durant tout le week-end dans la région de la Côte. Les renseignements sont disponibles, et ben voilà, sur le même site. Alors, santé et bonne cave ouverte à toutes et à tous. Et maintenant, on arrive au terme de cette émission. On se retrouve demain dans Fais voir ta région. Bye!